Eh bien, écoutez, bonjour à tous, merci pour cette invitation. On a essayé de faire un petit exercice à trois pour vous parler de maladies résiduelles dans les leucémies aiguës myéloïdes. Donc on va commencer avec une base de cas cliniques. Voilà nos conflits d'intérêts. Alors c'est un patient du service, il n'y a rien qui a été changé. Donc c'est un patient de 45 ans qui avait 2 enfants, un frère et une sœur, quelques antécédents pour cet homme jeune, un zona, 2 schwannomes vertébraux et pharyngés qui avaient juste été traités par chirurgie et un hydrocèle. Et en mai 2021, il arrive aux urgences dans un contexte de baisse d'acuité visuelle. On lui fait un fond d'œil, on trouve des taches de rot. Et du coup, il a un hémogramme qui retrouve 360 000 globules blancs et 97% de blast. Donc, on lui débute une cytoréduction, de la dexaméthasone pour diminuer le risque de leucostase, et il est transféré en soins intensifs où est fait le bilan diagnostique, qui confirme bien sûr le diagnostic de leucémie aiguë. Myéloïde en immunophénotypage avec la myéloperoxydase positive, on note qu'il est 34-. La cytogénétique retrouvée, une trisomie 19, Madame Bidet. Et la biologie moléculaire, retrouvée une mutation de type FLT3, ITD, avec un ratio à 0,89, également une mutation d'IDH1, une mutation de NPM1, KDM6A et STAC2. Alors, question. Qu'est-ce que vous faites dans ce contexte de LA hyperleucocytaire chez un homme de 45 ans avec quelques antécédents, mais néanmoins un sort hors cancer à 0, et des mutations NPM1, FLT3, ITD et IDH1 pour les plus intéressantes? Sur le plan thérapeutique, cytoréduction. Ouais, et après, qu'est-ce que vous lancez comme chimiothérapie? Ouais. Et lequel? Alors, il y en a 2 que vous pouvez faire. En l'occurrence, à l'époque, on était en 2021, donc on n'avait pas vraiment le choix, donc on lui a fait de la midostaurin. Effectivement, maintenant la question se pose aussi de l'indication du quizartinib. Les 2 ont la même indication dans cette pathologie. On ne va pas discuter pourquoi est-ce que l'un serait meilleur que l'autre. Il n'y a pas vraiment de données pour répondre formellement à cette question. Ça va être l'objet d'une étude randomisée dans le cadre du prochain PHRC. Donc effectivement, il reçoit une induction avec de la dono 90, de l'amido et des ponctions lombaires, parce qu'il a quand même 400 000 globules blancs, dont 95% de blast. 5 semaines plus tard, il est en rémission complète. Qu'est-ce que vous proposez comme consolidation dans ce contexte-là? Derrière, les Bordelais. HDAC, oui, effectivement. C'est simple, c'est ce qu'on lui a fait avec de l'amido, mais est-ce que vous feriez ça toujours en 2025? Qu'est-ce que vous feriez? Il faut parler plus fort. De l'IDAC, effectivement. Je vois que vous connaissez les résultats du protocole BIG, heureusement. Donc effectivement, ce protocole a démontré qu'il n'y avait aucun impact de l'intensification des doses de cytarabine. Par contre, qu'on diminuait fortement les toxicités, notamment les besoins en transfusion en plaquettes, et bien sûr quelques complications rares de type cérébellite, on s'y attend. Il revient pour sa deuxième consolidation et on a le premier résultat de maladie résiduelle sur NPM1. On voit qu'il a une très bonne décroissance, largement de plus de 4 logs dès le post-induction. Et donc on lance sa deuxième consolidation et il revient encore un mois plus tard. On a reçu les résultats de la MRD2. Cette fois-ci, il est totalement indétectable. Et on lance sa troisième consolidation avec aracitine forte dose et midostaurin. Dans les standards, à ce moment-là, chez ces patients du temps du BIG 1, vous aviez une décroissance de plus de 4 logs, on va le revoir après, sur la maladie résiduelle NPM1. Vous aviez moins de 40% de chances de rechuter, donc vous n'aviez pas d'indication de greffe en première rémission complète. Même si vous aviez une mutation de type FLT3, on y reviendra. Donc on le consolide avec une troisième cure. Et Audrey, je te laisse développer peut-être sur le... Je vais prendre le pointeur. Pardon. Bonjour à tous.
Alors, on va parler un petit peu de maladies résiduelles. Du coup, je vous ai mis juste sur cette diapo les publis de référence qui font pour l'instant foi en 2025, donc toutes les deux issues du groupe ELN. Et puis, d'autres recommandations plus à jour sont en cours de rédaction qu'on espère avoir peut-être pour fin 2025 ou début 2026. Alors, on a vu une très belle courbe de décroissance de maladies résiduelles. Je crois que Pierre vous a dit que c'était NPM1, mais dans l'absolu, quelles cibles moléculaires pouvons-nous suivre en première intention parmi les variants qui ont été retrouvés sur ce panel NGS? Donc là, je vous ai mis les résultats tels qu'ils nous sortent quand ils sont filtrés sur notre panel qui fait une 60aine de gènes. Et donc, vous pouvez retrouver ici donc les gènes en question, leur mutation et puis leur fréquence allélique qui est ici. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, IDH1, NPM1, FLT3, et puis des mutations peut-être moins connues dans le gène CBL, DM6A et STAC2. Tout le monde est d'accord pour faire un suivi de maladie résiduelle de NPM. Donc effectivement, si on prend pour exemple en fait c'est un exemple simplifié d'une évolution clonale de LAM qui est proposée donc dans cette revue de Grimwald, on va pouvoir un petit peu mieux comprendre quelle cible, quelle anomalie génétique peut être intéressante à suivre en maladie résiduelle. Donc effectivement, dans ce modèle simplifié, on voit que les mutations de DNMT3A apparaissent très précocement. Et si effectivement cette mutation va faciliter l'expansion clonale, elle ne va pas être responsable du développement de la maladie. C'est l'apparition d'une mutation de type NPM, par exemple, ici, qui va apparaître au moment du développement de la maladie et qui constitue le clone fondateur. Et puis, on va voir, par exemple, mutation de FLT3 qui peut apparaître en suivant et qui va entraîner l'apparition d'un clone hyper prolifératif. Donc, à partir de ce schéma, effectivement, on comprend que les anomalies qui vont plus nous intéresser sont celles, finalement, qui correspondent au clone fondateur, donc NPM, et les anomalies type CBF. Donc là, Running-Sin T1, 821, et l'inversion du 16 avec son équivalent moléculaire CBF-bêta et MYH11. Donc ça, c'est ce qui est véritablement recommandé actuellement par le LN. Il faut être méfiant donc avec les gènes qui sont présents, comme des NMT3A, mais aussi TET2, ASXL1, qui peuvent correspondre à l'hématopoïèse clonale et qui, a priori, vont pouvoir persister même après la chimiothérapie d'induction. Il faut être méfiant également avec ces gènes qui sont possiblement constitutionnels. Donc, vous les connaissez bien, CEBP-alpha, c'est 10% des cas, des mutations de CEBP-alpha qui vont s'avérer être constitutionnelles, mais aussi GATA2, Running-Sin, TP53. Donc là, méfiance. Et puis, autre point de vigilance sur les gènes des voies de signalisation, comme FLT3, qu'on peut suivre, on va largement en reparler, mais qui sont plus labiles et il va falloir être précautionneux dans leur suivi. Donc les autres mutations et les autres gènes de fusion sont, eux, en attente de preuves un peu plus fiables, mais peuvent être également utilisés dans certains cas. Alors, si on revient sur NPM1, c'est 30% en moyenne des patients qui ont une LAM qui vont pouvoir avoir une mutation de ce gène et qui constitue donc un marqueur pronostic de survie et de rechute qui est très important. Donc, on prend par exemple cette étude qui a été menée par l'Alpha et on voit que ne pas obtenir une décroissance de moins de 4 log, c'est ce que Pierre vous a dit tout à l'heure, était finalement associé, donc 4 log en post-induction sur le sang, était associé à un plus grand risque de rechute et à une moins bonne survie. C'est vrai aussi après 2 cycles de chimiothérapie, donc là c'est également la MRD sur le sang après 2 cycles et dans cette étude de l'AML 17, c'est effectivement les MRD, les patients qui vont avoir une MRD positive après ces 2 cycles de chimiothérapie vont rechuter dans
87% des cas, alors que ceux qui vont avoir une MRD négative sur le sang après ces 2 cycles vont rechuter seulement dans 30% des cas. Et ceci, quels que soient les marqueurs associés. Donc Christian Recher a fait un édito récent dans Blood et donc il insiste bien sur l'intérêt de ce marqueur NPM comme cible incontournable dans les LAM. Donc après 2 cycles, que ce soit donc comme marqueur de pronostic de survie ou de rechute, mais aussi comme guide pour l'allogreffe et également comme levier thérapeutique avec les nouvelles développements thérapeutiques comme les inhibiteurs de ménide. Cependant, il va mettre quand même quelques bémols, notamment donc sur les seuils. C'est une histoire qui va revenir par la suite, qui ne sont pas encore standardisées, les techniques qui restent encore à améliorer, et puis également sur quand et comment utiliser véritablement cette maladie résiduelle pour entraîner un changement de traitement. Je repasse la parole à Pierre-Yves. Merci Audrey. Du coup, il faut traduire ces valeurs pronostiques en stratégie thérapeutique pour rendre le meilleur service aux patients et nous aider à peser la balance bénéfice-risque. L'étude à ce stade la plus convaincante est celle-ci, qui est une étude britannique qui a repris les patients de 2 essais prospectifs avec mutation d'NPM1 en rémission après 2 chimiothérapies intensives. Ils ont étudié la valeur pronostique de la MRD NPM1 chez un peu plus de 700 patients. En fait, ce qui démontre là, il y a 2 informations. La première, c'est qu'il nous facilite le travail en termes de seuil. Là, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de diminution de plus ou moins de 4 logs dans le sang, dans la moelle. Il n'y a pas de... C'est beaucoup plus simple, c'est juste une MRD négative. Si votre MRD négative, après 2 cycles, vous n'avez aucun bénéfice à réaliser une allogreffe, vous le voyez sur la courbe de droite. Si votre maladie résiduelle est positive après 1 ou 2 cycles d'induction, vous avez un très grand bénéfice à recevoir une greffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est un petit peu la traduction clinique de tout ce qu'Audrey vient de nous présenter jusque-là. Avec une information encore supplémentaire, c'est que tout cela est vrai quels que soient les groupes, incluant les patients qui ont des mutations de type FLT3-ITD. C'est une information importante. Aux États-Unis, si vous avez une mutation FLT3-ITD, quelle que soit votre décroissance de maladie résiduelle, on vous fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Cette étude nous montre que ça n'est pas forcément bénéfique pour les malades. Et c'est déjà l'attitude qu'on adopte en France, en tout cas dans le cadre des dernières années du BIG. Les recommandations étaient de suivre la MRD NPM1, quel que soit le statut FLT3. Alors après, on pourrait discuter beaucoup de subtilités. Il y a d'autres travaux. En dehors de la mutation, il y a également son niveau, les commutations, l'endroit où elle se situe qui peuvent rentrer dans l'ordre. Mais enfin, globalement, voilà ce qu'il faut garder à l'esprit. On va faire disparaître la décroissance et on va se baser sur un seuil dans le prochain protocole français. Et ce sera indépendant de la mutation FLT3. On va rentrer dans le dur de la biologie, on va parler un petit peu technique. Savez-vous sur quel type de matériel allons-nous travailler et avec quelle technique donc, on a parlé un petit peu de sang, on a parlé de moelle. Est-ce que vous savez sur quel matériel on va suivre cette maladie résiduelle NPM1 ? J'entends plutôt 100, effectivement. Donc, je reviens sur les recos de l'ELN 2022. Et effectivement, donc il est préconisé au niveau du diagnostic de faire un suivi sur sang et sur moelle. Ça va nous être très utile pour la suite, pour pouvoir calculer la log réduction. Donc, très important. Et effectivement, après le 2e cycle, vous avez vu tout à l'heure les études, c'était sur le sang. Et on a une très bonne correspondance entre les deux, on va le voir. Quelle technique, je reviens juste en arrière, quelle technique ? Eh bien, on le verra dans un 2e temps ici, mais on va parler de QPCR, qui est la technique de référence. Alors, ça, c'est juste quelques mémos flash, mais c'est des notions importantes qu'il faut retenir. Donc, en fait, on peut travailler sur le sang et sur la moelle. La différence, ça va être, on va avoir à peu près 1 log de différence en moyenne entre les 2 matériels, sachant que la moelle, bien sûr, est un peu plus sensible. Cette histoire de maladie résiduelle sur le sang, pour l'instant, est validée uniquement pour certains sous-groupes. Mais bon, c'est vrai pour NPM1 et les CBF. Donc, c'est les sous-groupes qui nous intéressent plus particulièrement. Chez les patients
donc, on a vu tout à l'heure, dans l'exemple, qui sont mutés. Les niveaux au départ, initiaux, au diagnostic, sont les mêmes dans le sang et dans la moelle. Et on va plus souvent s'intéresser à la cinétique véritablement de cette diminution plutôt qu'à la valeur absolue, parce qu'on l'a dit, il y a des fois des soucis de standardisation, de seuil, et c'est vrai que ce niveau de décroissance permet de s'affranchir un petit peu de tout cela. Deux petits apartés. On a vu tout à l'heure la surexpression de WT1. Bon, c'est pas un marqueur qu'on aime suivre nous à Bordeaux. Peut-être que certains d'entre vous ont un meilleur avis sur ce marqueur, mais en tout cas, s'il est suivi, il est préférable de le suivre sur le sang, puisque son expression physiologique va être plus élevée que dans la moelle, et donc ça va être plus compliqué finalement dans la moelle que sur le sang. Et le suivi donc par cytométrie, mais ça je pense qu'Aguirre vous le redira, s'effectue que sur la moelle. La question qui se pose aussi pour la maladie résiduelle, c'est doit-on travailler sur l'ARN et sur l'ADN? Je vais vous parler de techniques sur ARN et puis après on parlera de techniques sur ADN. Il y a quelques nuances aussi. Donc pour NPM1, le suivi c'est généralement donc par la RT-qPCR qui va se faire sur l'ARN rétrotranscrit en ADN-C. Car on a une meilleure reflet de l'expression en fait active de nos transcrits avec l'ARN et une détection donc qui va être plus sensible, plus dynamique qu'avec l'ADN. Les transcrits de fusion vont être plus abondants en ARN que les gènes de fusion, donc on augmente nos sensibilités, mais attention, c'est pas forcément proportionnel cette expansion des transcrits à la quantité proportionnellement linéaire à la quantité de cellules avec l'anomalie. Donc le NGS sur ADN génomique, c'est une alternative stable. L'ADN est beaucoup plus stable que l'ARN. On va pouvoir détecter plus de types de variants avec, quand on va parler de technique NGS, on va le voir, mais on va avoir une sensibilité un peu moindre et malgré tout une corrélation qui reste correcte avec la RT-qPCR. Donc en pratique, pour avoir une petite idée, quand on va parler de 1 ou 2% d'expression d'NPM par RT-qPCR, qu'on vous rend, donc on va le voir tout à l'heure sur le gène ABL, le ratio, ça va être équivalent à 0,01% par NGS en ADN. Donc une copie d'ADN, 100 copies d'ARN, grosso modo. Donc ça, c'est des notions à avoir en tête quand on interprète des maladies résiduelles. Alors la RT-qPCR, qu'est-ce que c'est en pratique? Eh bien, RT c'est pour rétrotranscription, puisqu'effectivement, nous allons travailler, comme je vous l'ai dit, sur une extraction d'ARN, et cet ARN va être rétrotranscrit en ADN complémentaire. Donc ce qui fait qu'on va avoir une dégradation un peu plus rapide du matériel, contrairement à l'ADN, et c'est pour ça que vraiment il faut qu'on réalise la préparation des cellules dans un délai de 48 à 72 heures. Au-delà, on va avoir une dégradation trop importante et on ne pourra pas vous rendre forcément le résultat. Donc une fois cet ADN extrait, en fait, on va le marquer avec des sondes TaqMan. Ces sondes sont spécifiques de l'ARN muté. Donc elles vont aller se fixer sur l'ARN muté et donc on va faire notre PCR. Et l'intensité de la fluorescence, en fait, va être mesurée en temps réel et on va regarder en fait combien de cycles de PCR, donc c'est le CT, c'est le seuil de cycle à partir duquel donc l'intensité de fluorescence va sortir du bruit de fond ici, et cette intensité de fluorescence en fait va être proportionnelle à notre quantité de matériel présent. Donc on comprend que plus le CT est court, et bien plus on a de matériel muté au départ. Et donc, on se rapporte à une courbe qui est faite au départ, une courbe en fait de corrélation qui est faite sur des lignées cellulaires ou des plasmides qui ont ce mutant. Et on va avoir une courbe de corrélation entre le nombre de CT et la quantité de copies de NPM mutées en l'occurrence. Donc, quand on a le CT, on se rapporte sur cette courbe et chaque CT correspond à un nombre de copies qu'on va pouvoir vous rendre. Donc on fait un ratio toujours avec un gène de ménage qui s'appelle souvent ABL. Et ce que je vous l'ai dit, en fait, c'est que ça permet de s'affranchir de ce caractère aléatoire de la dégradation des ARN. Donc en fait, l'ABL1 est présent dans toutes les cellules leucémiques, qu'elles soient mutées ou non mutées. Et donc on va pouvoir normaliser notre ratio grâce à ce gène de ménage.
Alors, Aguirre, à toi. Bonjour à tous, Aguirre Mimoun, je fais la cytométrie en flux à Bordeaux. Et j'ai la tâche difficile de parler de MRD lame en cytométrie alors que ce patient a une mutation NPM1. Et franchement, c'était pas très sympa, Pierre-Yves. Donc la question fondamentalement qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une maladie résiduelle en cytométrie en flux quand on a une cible moléculaire de telle qualité? Est-ce qu'on a des avis dans la salle? Je ne serais pas vexé, hein. Allez-y. Ouais. Ouais, on peut avoir un résultat plus rapidement. Actuellement, c'est toujours recommandé, donc la recommandation que vous a montré tout à l'heure Audrey, de 2021 de l'ELN Working Group, dans lequel ils disent que finalement, si on a un LAIP ou un DFN disponible, eh ben, il faut faire de la maladie résiduelle. Bon. Pour être tout à fait honnête, la nouvelle recommandation qui va sortir en 2025 ne va plus du tout dire ça. Elle va dire NPM1, il faut le suivre en biologie moléculaire, que ce soit en qPCR ou éventuellement avec d'autres méthodes. Mais c'était juste pour dire que jusque-là, c'était encore dans les recommandations. La réalité, c'est que la cytométrie en flux, on la positionne réellement dans les situations où on n'a pas de marqueur moléculaire. Donc probablement que cette situation va évoluer, mais il y a aussi un deuxième problème qui est les évolutions sous-clonales, et dans lesquelles la cytométrie en flux va pouvoir capter les cellules anormales, même si elles ne portent pas une des mutations driver, ou alors si ce n'est pas sur le clone majoritaire. Alors, comme moi je suis un peu plus joueur et puis que j'ai pas de choses aussi intelligentes à raconter qu'Audrey, je vous propose un petit jeu. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être joué à « Mais où est Charlie ?» Donc je vous rappelle le principe. C'est relativement simple, vous avez une image comme ça, c'est pas très compliqué, et puis il y a un personnage, il s'appelle Charlie, et il faut le trouver dans l'image. D'accord? Allez, on va commencer à jouer un petit peu, et puis après on reparlera de cytométrie. Bien sûr, il y a un lien, vous avez compris. Vous le trouvez? Ok. Gaëtan? Ouais. Ok. Il est là. Bah, vous voyez le grand Charlie ici. Il y en a un petit ici. Il a un petit clone tout petit. Mais bon, quand il est très grand, quand c'est lui qui prend le cœur de l'image, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de mérite, mais au moins ça nous donne une petite idée d'à quoi il ressemble. Bon, maintenant on va passer à la version adulte hémato. Donc là maintenant il va y avoir plusieurs Charlie. Au cours du jeu, vous allez découvrir à quoi il ressemble. Parfois, sur certaines planches, vous n'aurez pas de Charlie, et puis parfois il va se déguiser pour vous tromper. Donc on a quand même fait une espèce de dictionnaire de ce qu'on connaissait comme Charlie. Donc vous avez des Charlie classiques, vous avez une Charlène, vous avez un prisonnier, et puis vous en avez même un qui essaie de devenir complètement invisible, non pas volontairement, mais peut-être parce que c'est ceux qui réussissent le mieux à survivre. Et donc vous vous trouvez dans cette situation-là. Allez-y, vous avez 15 minutes, on ne bouge pas tant que vous ne l'avez pas trouvé. Il y a quelque chose? Oh, mais bravo! Donc, tu as une affinité pour la maladie résiduelle, c'est impressionnant. Donc, ok, on a compris, je parlais de Charlie, mais c'est ma métaphore de la maladie résiduelle en cytométrie en flux. C'est pas facile. Et c'est pas facile pour plein de raisons. Et les raisons tiennent à la manière dont évolue le phénotype d'une leucémie aiguë pendant la maladie. Donc, je n'ai pas fait tout la question du phénotype, mais il y a trois grandes raisons pour lesquelles c'est plus dur dans les LAM, par exemple, que dans les LAL ou les LLC. Dans les LAL, on n'a pas de difficulté à descendre à 10-4, 10-5 de sensibilité. Dans les LLC, on peut descendre jusqu'à 10-6. Donc, c'est vraiment des phénotypes qui sont très faciles. Dans les LAM, on a beaucoup plus de difficultés. Et moi, en tant que cytométrie, c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement, on est un peu à la frontière de ce qu'on sait faire. Et c'est là où on a une marge de progression. Et les raisons pour lesquelles c'est difficile, c'est que le phénotype de la leucémie aiguë, il chevauche le phénotype normal. Donc on va avoir, et vous allez le voir, ce qu'on appelle une sorte de bruit de fond, qui est un phénotype de cellule normale qui ressemble à la cellule leucémique. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile en cytométrie en flux, c'est qu'il y a une très très grande variété de phénotypes et que c'est difficile de faire une sorte de catalogue des anomalies. Vous avez vu, Charlie, je vous ai montré 6 anomalies, mais quand on regarde des publications, il y a plus de 100 phénotypes anormaux qui sont répertoriés. Et finalement, chaque fois qu'on rajoute un nouveau marqueur, parce que quelqu'un a l'idée géniale que le CD54, c'est le vrai marqueur qui permet de faire la maladie résiduelle, eh ben, on augmente cette espèce de bibliothèque. Et donc, on n'a pas une librairie de toutes les anomalies qui existent en
cytométrie. Et puis, une autre raison, c'est une raison technique, c'est une raison technologique qui nous pose problème, c'est qu'on a des cytomètres qui sont de plus en plus puissants, qui ont de plus en plus de lasers, de couleurs. Maintenant, il y a des cytomètres spectraux qui arrivent, des gens qui font de la cytométrie en 29 couleurs. Et nous, êtres humains, on n'arrive pas très bien à voir tous ces caractères et ces marqueurs phénotypiques. Donc ceci étant posé, donc là dans la leucémie c'est difficile, et c'est pour ça que l'ELN a recommandé de mélanger deux méthodes quand on étudie la maladie résiduelle en cytométrie. Et là on va rentrer vraiment dans la cytométrie en flux un peu fondamentale. Je pense que vous savez tous comment ça marche. Vous avez, retour en arrière. Vous avez en cytométrie, vous avez un marqueur en abscisse, un marqueur en ordre donné. Chaque point correspond à une cellule. Si une cellule exprime fortement un marqueur, elle va être très à droite. Si elle exprime faiblement, elle va être très à gauche. Les cellules ici en haut, elles sont très fortes en 19 et 34, et celles-là sont très faibles en 19 et 34. Bon, ceci étant dit, donc, ce que l'ELN recommande, c'est deux stratégies. Une stratégie qui s'appelle différent de la normale. C'est-à-dire qu'on va regarder si les cellules, s'il y a chez le patient des cellules qui sont différents de ce qu'on trouve chez un patient normal. Donc là, on le voit bien, mais je vous ai mis un exemple caricatural. On fait tout le temps ça, en fait, dans les présentations. On met des exemples caricaturaux qui montrent que ça marche super bien. Dans la vraie vie, c'est jamais si facile, mais celui-là est caricatural parce que la cellule surexprime le CD34 par rapport à des cellules normales et elle exprime de façon aberrante du CD19, qui est un marqueur lymphoïde et qu'on ne retrouve pas sur les cellules myéloïdes. Et associé à cette stratégie différente de la normale, ce que l'ELN nous dit de faire, c'est de chercher le phénotype aberrant de la leucémie. Donc ce que je vous ai dit sur notre catalogue, c'est qu'on sait que, par exemple, une cellule lymphoïde myéloïde ne doit pas exprimer de CD7. C'est un marqueur lymphoïde T et NK, donc il n'y a pas de raison qu'il soit CD7+. Donc là, vous voyez une cellule, au diagnostic des cellules qui sont CD34, CD7, et puis il persiste une petite sous-population qui est CD7+. Donc ça, c'est ce que nous recommande actuellement l'ELN. Et la manière dont on le met en place, c'est comme ça. Donc le patient au diagnostic, il avait des blasts qui étaient 34 117 comme on vous a dit tout à l'heure. Ils expriment donc pas beaucoup de marqueurs d'immaturité, ce qui va nous rendre les choses un peu difficiles. Ils expriment le CD33 et ils n'expriment pas le CD13. Donc ça, pour nous, c'est un marqueur aberrant. Il y a deux marqueurs myéloïdes, en fait, il n'en exprime qu'un seul sur les deux, et normalement, ils sont relativement synchrones. Ils expriment le CD38 et pas la HLA-DR, et dommage, il n'y a pas de marqueur aberrant, il n'y a pas de CD7 et pas de CD56. Donc ça, c'est typique du NPM1, et c'est la deuxième raison pour laquelle suivre la maladie résiduelle NPM1 en cytométrie, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, c'est que c'est des maladies qui sont souvent CD34 négatifs, et assez régulièrement CD117 négatifs. Donc c'est la situation où c'est le plus dur, et il n'y a pas de marqueur aberrant comme le 7 et le 56. Bizarrement, c'est toujours ça qu'on choisit comme gold standard pour savoir si on est bon pour détecter la maladie résiduelle. On se compare toujours au LAM NPM1 parce qu'on a un marqueur. Sinon, on a un petit peu de difficulté. Alors, comment on va faire pour faire la maladie résiduelle chez ce patient? On l'a faite, en l'occurrence, mais on n'a pas utilisé cette méthode, mais je vais vous expliquer la méthode classique. On regarde le diagnostic. On fait des petites fenêtres qui entourent les cellules du diagnostic et on dit si une cellule se trouve ici et là, et là, et là, et là, alors c'est une cellule de maladie. Donc vous voyez, là c'était juste sur le diagnostic, sur 45 000 blasts au début, j'en trouve 42 000, donc ma stratégie semble capter tous les blasts. Si je fais ça dans le suivi, chez ce même patient, je regarde les cellules qui sont dans cette zone-là, qui est la zone des blasts, et je dis, est-ce qu'il y en a qui sont et là, et là, et là, et là, et j'en trouve un petit peu, de l'ordre de 1700. Alors déjà, je ne suis pas très content parce que vous voyez, il n'y en a aucun qui sont centrés dans ma petite zone, ils sont un petit peu vers l'extérieur ici ou l'intérieur, donc en fait, c'est des cellules qui sont ici en maturation vers la lignée mono, ou alors des cellules ici qui n'ont pas été correctement lysées. Mais pour savoir si ce que je cherche c'est valide, donc là j'aurai une maladie résiduelle de l'ordre de 0,4%, finalement il faut que je regarde si c'est différent de la normale. Donc j'applique la même stratégie sur des cellules normales. Donc ça c'est des moines normales. En fait on a pris 10 patients qui avaient des contextes réactionnels, on a fusionné les fichiers et puis on regarde qu'est-ce qui se passe et on applique exactement la même stratégie d'analyse. Pas de chance, on trouve quand même 950 cellules, ce qui fait de l'ordre de plus de 0,1% dans notre situation, ça faisait 0,11%. Et donc on se trouve déjà à dire que chez un patient sain, il y a des cellules tumorales au-dessus du seuil recommandé par l'ELN. Donc ce n'est pas très, très satisfaisant comme stratégie et c'est probablement les limites quand on a des phénotypes qui ne sont pas très spécifiques, qui ne sont pas très anormaux pour pouvoir détecter la maladie.
Alors, est-ce qu'une autre MRD est possible? Et c'est là où on va essayer de vous faire rêver. Donc à Bordeaux, avant que j'arrive, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais motivé par l'idée de venir, mes collègues ont développé une méthode qui est une méthode de gating non supervisé. Je vais essayer de vous la présenter, parce que je pense que c'est l'avenir. Alors, il faut que vous sachiez la méthode qui est recommandée par le LN. Les recommandations 2025 qui sont en cours d'écriture vont dire que c'est la première méthode à faire, mais que les méthodes non supervisées que je vais vous présenter maintenant doivent être validées de manière rigoureuse et que si c'est le cas, elles peuvent être utilisées. Et donc, c'est probablement l'évolution qu'on va observer dans les 10 prochaines années, et c'est important que vous sachiez ce que c'est parce que ça va arriver probablement dans les protocoles. Donc la première chose, c'est juste une histoire de vous expliquer vite fait ce que c'est qu'un apprentissage non supervisé. Donc il y a ceux qui aiment bien les histoires de machine learning. En fait, il y a deux manières d'apprendre à une machine à faire quelque chose. Soit on lui montre quelque chose, c'est l'apprentissage supervisé. On lui dit, voilà, ça, on aurait pu lui dire, ça c'est des TCD8, ça c'est des TCD4, ça c'est des gamma delta, et maintenant apprends à les reconnaître. Là, ce qu'on fait, c'est autre chose. Parce que nous, on ne sait pas quel est le phénotype de la cellule leucémique, donc on va faire quelque chose d'un peu différent. On va lui dire, écoute, regarde ces cellules et fais-moi 3 groupes de cellules. Fais-moi 3 groupes de cellules qui sont homogènes pour l'expression des marqueurs. Et il y a plusieurs algorithmes qui existent. Le plus célèbre et le plus classique, ça s'appelle K-means. Il y a le clustering hiérarchique que nos collègues de biologie moléculaire utilisent assez régulièrement et que vous voyez, ça fait des espèces de dendrogrammes. Il y a les mélanges de gaussiennes. Et puis, il y a un truc qui s'appelle les cartes auto-organisatrices. SOM, ça veut dire Self-Organizing Map, et qui a été utilisé spécialement en cytométrie pour un algorithme qui s'appelle FlowSum. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. On sort un petit peu de l'hématome, mais je trouve que c'est un petit peu intéressant, et surtout moi j'adore ça. Donc imaginez que vous avez 2 marqueurs. Vous avez des cellules. En fait, on met une petite grille là, et on demande à l'algorithme, à chaque itération, de rapprocher ces espèces de ronds là, ces intersections de la route, ce qu'on appelle des nœuds, de les rapprocher des cellules d'intérêt. Et donc, à chaque itération, il fait ça, en fait. Il rapproche, et petit à petit, on va aboutir à une carte. Et c'est pour ça que ça s'appelle carte auto-organisatrice. C'est que toute seule, l'algorithme, il va trouver les zones où ces espèces de ronds, finalement, peuvent représenter un groupe de cellules qui leur sont phénotypiquement proches. Donc, on enlève les routes de notre carte, et on se trouve juste avec les cellules. Alors ça, je vous le montre en 2 dimensions. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une des grandes limites de la cytométrie en flux, c'est que maintenant, nous, dans notre tube, on a 13 marqueurs, plus la taille et la structure, donc on a 15 marqueurs. Donc on ne sait pas très bien raisonner en 15 dimensions. Bon, pas du tout. Par contre, les algorithmes, c'est pas un problème. Pour eux, une dimension, c'est juste une colonne dans un tableau, quoi. Un tableau, il a 1 million de lignes, c'est une cellule, et chaque colonne va correspondre finalement à une dimension. Et donc, ce que moi je vous montre en 2 dimensions, l'algorithme, lui, il le fait dans 15. Ou alors demain, en cytométrie spectrale, il le fera en 30 dimensions. Et donc, nous, c'est ce qu'on utilise en pratique. Donc, en pratique, au laboratoire, c'est comme ça qu'on rend toutes nos maladies résiduelles. On a développé un pipeline qui prend les moelles du diagnostic du patient, ses moelles de suivi, des moelles normales de patients qui n'ont rien du tout, et puis on les passe en cytométrie et on a des fichiers de cytométrie. Et au lieu de les analyser séparément, ce qu'on fait, c'est qu'on les fusionne. En fait, on les met tout ça, ça met les lignes les unes derrière les autres, et on les donne à cet algorithme FlowSum. Et donc là, il nous fait des cartes. Donc là, je ne lui ai pas demandé de faire 3 nœuds, je lui ai demandé d'en faire 169 en fait. Et donc là, il y a 169 groupes de cellules qui sont homogènes. Alors, je vous passe les détails. On a une méthode pour lui dire « montre-moi juste les 3 cas principaux », parce que si je devais, pour chaque maladie résiduelle, regarder 169 nœuds, je ne m'en sortirais pas. Et puis surtout, finalement, il y en a qui ne sont pas du tout intéressants. Il y en a qui correspondent à des monocytes, des myélocytes, des lymphocytes. Et donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont très, très intéressants. Parce que comme j'ai fusionné des cellules du diagnostic, il y en a où il y a beaucoup de cellules tumorales dans ces nœuds-là. Et donc, si on regarde spécifiquement un de ces nœuds, et qu'on regarde ici, donc là, c'est un vrai patient, mais pas notre patient d'aujourd'hui. Si on regarde un vrai patient, on voit qu'au diagnostic, les cellules de ce nœud-là expriment de façon aberrante un 34 très fort, mais surtout qu'ils expriment de façon aberrante un CD56. Et dans notre suivi chez ce patient-là, il y a des cellules dans ce nœud qui ont exactement ce même phénotype, 34-38, et surtout CD56, qui est un marqueur aberrant.
Alors ça, c'est facile. Hein. C'est-à-dire que si on ne le faisait pas avec Flowsum, ça marcherait aussi, parce que je vous ai montré un exemple caricatural. Je déclare tous les biais qu'il peut y avoir. Mais par contre, ça marche très bien parce que chez notre patient précédent, qui lui pourtant a un phénotype dont je vous ai dit qu'il était vraiment pas du tout très spécifique, il trouve comme ça, dans le suivi, donc ça c'est le fichier du suivi, il trouve un petit nœud où il y a 0,08% de cellules, et ces cellules, elles sont exactement comme celles du diagnostic. Elles sont CD45 faibles, elles sont pas 117, pas 34, elles sont 38 plus, pas DR, elles sont 33 mais 13 très faibles, et elles expriment ni 7 ni 56. Et on pourrait se dire, oui mais c'est peut-être du bruit de fond ce que tu nous as montré avant. Sauf qu'en fait, moi je peux vous dire que c'est pas du bruit de fond parce qu'on a fusionné avec des moelles normales, et que je peux vous dire que ce phénotype-là, il est 3 fois moins présent dans une moelle normale. Et donc pour nous, c'est une maladie résiduelle positive. Et comme lui, il a regardé dans 15 dimensions, en fait, en l'occurrence, à l'époque, c'était 9, donc ça fait 11, enfin, il y avait 9 marqueurs, donc c'était en 11 dimensions. Ben, lui, des choses que moi, à l'œil nu, je ne peux pas voir, des petites diminutions d'intensité du CD13, des petites surexpressions du CD38, ben, en fait, il les a rassemblées dans un groupe homogène. OK. Donc la question, c'est de dire que là, excusez-moi, j'ai oublié juste de dire un truc très important, c'est que le seuil de l'ELN, c'est 0,1%. Donc en fait, ce patient, il faut le considérer comme négatif. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, je ne suis pas l'ELN. Je vais vous expliquer quand même pourquoi, parce que je trouve qu'il commence à y avoir des arguments assez sérieux pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce seuil de 0,1%, même s'il est dans toutes les recommandations et dans tous les protocoles. Alors, d'où vient ce seuil? Il vient d'une étude de 2013 dans laquelle ils ont regardé, alors là je vous ai montré à 2 points, des patients pour savoir si les patients qui ont une maladie résiduelle qui est supérieure à ce seuil de 0,1% rechutaient plus que ceux qui étaient inférieurs à ce seuil de 0,1%. Et ça marche très très bien. Donc ça marche très bien, vous voyez qu'il y a une différence, un petit P005, ça c'est du post-induction, ça c'est du post-conso 1, et dans cette publi-là, si vous allez la chercher, il montre plein d'autres temps, et ça marche très bien avec ce seuil à 0,1%. Ça marche tellement bien que dans les recommandations de l'ELN ici, on recommande ce seuil-là, et c'est même un grade A de recommandation. Donc on se dit c'est quand même quelque chose de très solide, il y a un seuil à 0,1%. Alors en 2024, il y a quand même quelqu'un qui s'est penché sur la question et qui a dit, si on réanalysait toutes ces données et voir un petit peu ce seuil de 0,1%, parce qu'on commençait à avoir des données un peu discordantes. Donc il a pris les premières études et... Alors, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai marqué le trait qui correspond au seuil à 0,1%. Donc, les deux du haut, ça marche très bien. Les patients qui ont une MRD inférieure à 0,1%, ils rechutent beaucoup moins que les autres. Mais les deux du bas, le seuil à 0,1% ici et ici, ne sépare pas du tout des patients qui rechutent et des patients qui ne rechutent pas. Et ça, pourquoi? En fait, c'est parce que ça, c'est des études qui ont été faites avec des protocoles modernes de ici 8 anticorps et ici 10 anticorps, alors que ça, cette étude au vent initiale, c'était des tubes avec seulement 4 anticorps dedans. Il y avait beaucoup moins de marqueurs. Et il y avait beaucoup moins de marqueurs, donc il y avait beaucoup de bruit de fond, beaucoup plus de bruit de fond. Donc ils avaient besoin finalement d'avoir un seuil très haut pour pouvoir discriminer des choses, mais ça ne sort plus dans les nouvelles études. Et ça, moi, je trouve que ça commence à être un problème parce que, parlons de l'éléphant dans la pièce, là, je trouve que là, il y a un éléphant dans la pièce et que ce n'est pas tout à fait géré au niveau international. Quand on prend les études à Bordeaux, donc avec notre méthode, on a fait une petite étude rétrospective. On a regardé entre 2019 et 2023 tous les patients qu'on a passés en maladie résiduelle. On a censuré à la greffe. On a regardé que les patients en rémission et on regarde la RFS. Donc la RFS, on attend qu'ils soient en rémission et puis après on regarde la durée pendant laquelle ils restent en rémission. Et on voit que avec le seuil de 0,1%, le seuil ELN, certes, il y a une différence. Les patients en haut qui ont une MRD qui est négative rechutent moins que ceux qui ont une MRD positive. Mais d'abord, on n'atteint pas la significativité. OK, c'est une petite série, rétrospective, c'est observationnel. Mais dès qu'on est à un seuil à 0,05%, c'est-à-dire juste 2 fois moindre, là, on est très significatif. Et là, on sépare beaucoup mieux des patients qui vont avoir un plus mauvais pronostic que les autres. Et quand on descend encore le seuil, on reste significatif. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'entre au moins 0,1% et 0,05%, on capte des vrais patients qui ont vraiment de la maladie et que ces patients sont considérés comme étant de bons pronostics avec le seuil à 0,1% et que c'est probablement quelque chose qui va devoir évoluer. Alors,
Les nouvelles recommandations de l'ELN, donc là c'est une avant-première, je spoil un petit peu, vont dire que entre 0 et 0,1%, c'est-à-dire dans cette zone-là, c'est une zone grise qui s'appellera warning. Et si ils mettent ça, attention, les gens à l'ELN sont quand même très très malins, c'est probablement parce qu'à un moment, il va falloir qu'on évolue et qu'avec des protocoles un peu modernes, on se dise que des patients à 0,05% ont des MRD qui sont positifs. C'est ce que font les gens dans les LAL et je pense que c'est aussi vers ça qu'on va aller. Et si on prenait ça, en fait, notre patient serait en situation de warning. Voilà, merci. Merci Aguirre. Et à juste titre, en l'occurrence, au vu de ce qui va se passer après, donc ce patient, il a une LA avec mutation FLT3-ITD et une mutation d'NPM1, entre autres. Il a été mis en rémission en une cure avec de l'amido, 3 aracitines à forte dose. Il a bien décru sa maladie résiduelle. Qu'est-ce que vous prévoyez en traitement de consolidation? Qui fait de l'amidostorine en entretien? Personne? Qui fait de l'onureg en entretien? De l'azacitidine orale, pardon. Personne? Vous auriez le droit. L'AMM le permet. C'est pas recommandé pour plusieurs raisons. D'abord, il a 45 ans. L'étude pivot ne prenait que des patients qui avaient plus de 50. Et les recommandations ELN recommandent bien que quand il y a une mutation de type FLT3, il vaut mieux un inhibiteur de FLT3 que de l'azacitidine orale. Donc effectivement, vous avez bien raison. Comme il n'a pas d'indication de greffe, on part sur un entretien. L'amidostorine, c'est 3 ans. Personne ne sait si ça sert à quelque chose. Pour rappel, le Ratify, l'amido en induction, ça ne change rien en taux de rémission complète. Et l'étude qui a analysé le sous-groupe des patients qui ont reçu l'entretien ne montre pas de bénéfice. Donc en fait, c'est le programme global qui marche, mais on ne sait pas réellement s'il y a un bénéfice à faire de l'amido en entretien. Avec le quizartinib, c'est peut-être un peu différent. En tout cas, la durée est très différente, c'est 3 ans. Et le bénéfice du quizartinib en entretien chez les patients non greffés, il a été montré en congrès. C'est une analyse post-hoc qui est tout à fait critiquable, mais il semblerait qu'il y ait quand même une belle différence que vous receviez ou pas du quizartinib en entretien dans l'étude Quantum First. Ce sera bientôt publié. Donc ce patient, on le met sous mido et on le suit en maladie résiduelle tous les 3 mois dans le sang tel que c'était recommandé à l'époque. Et puis, comme vous l'a dit Aguirre, il est négatif en NPM1, mais il y a encore de la maladie chez ce patient. Il y a une maladie résiduelle en cytométrie en flux qui était positive ou en warning, selon la manière dont ça s'interprète. Et effectivement, il finit par rechuter. Il rechute en thérapie, il est à ce moment-là sous midostorine, on est à 11 mois de traitement, et il fait une rechute moléculaire. Vous voyez 2 points qui se confirment à 15 jours d'intervalle. C'est confirmé sur 100. Il reçoit également une moelle. Tout ça est confirmé. Qu'est-ce que vous proposeriez dans cette situation? Audrey, tu voulais nous dire un mot peut-être sur les définitions de la rechute moléculaire? Et juste pour rappeler les définitions des rechutes moléculaires, bon là elle était assez nette, mais effectivement sur les recos donc de l'ELN 2021, il y avait 2 critères qui permettaient de parler de rechute moléculaire. C'était donc un patient qui était négatif qui passait positif, et puis une augmentation donc de plus d'1 log entre 2 échantillons qui étaient déjà positifs, donc au-dessus du bruit de fond. Donc il précisait bien que ces 2 critères devaient être recontrôler le plus rapidement possible. Bon, ça permettait dans le laps de temps de réfléchir à la stratégie, comme vous le faites en ce moment, que vous allez mettre en place. Juste une petite particularité pour NPM1, il est question, et je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas aussi bien introduit dans les groupes que le docteur Mimoun, si le LN 2025-26 va conserver ce critère, mais pour NPM, il était question de LL, low level, où le low level c'était une maladie résiduelle inférieure à 2%. Donc il y avait 2 seuils qui étaient définis pour NPM, un seuil à 2% et puis un seuil négatif. Et ce seuil négatif n'était pas une valeur, mais était un nombre de CT, comme on l'a vu tout à l'heure, là, de cycle seuil. Et ce cycle seuil était fixé à 40, ce qui là aussi est très critiquable, puisque, vous l'avez vu, ça va dépendre de l'efficacité de vos PCR, de votre rétrotranscription, même de votre extraction. Et donc, il faudrait une standardisation plus nette pour tous les laboratoires. Je repasse la parole au docteur Dumas.
Quelqu'un a un traitement à proposer? Oui. Bonne idée. Effectivement, c'est ce qu'on a pris l'habitude de faire. C'est une stratégie qui est complètement hors AMM, mais je pense que vous la voyez néanmoins être faite dans vos centres. Et c'est effectivement ce qu'il a reçu en octobre 22, au moment de la confirmation de cette rechute moléculaire. Sur la base de ces résultats-là, qui sont des résultats français qui ont été montrés à la SH l'année dernière, alors il y a un premier papier qui a été fait du Philo, qui est un des deux groupes français de leucémie aiguë myéloïde, où on a montré que traiter un patient au moment de la rechute moléculaire, c'était de bien meilleurs pronostics que d'attendre la rechute cytologique. C'est tout simple, mais ça n'avait jamais été montré. Et dans une deuxième étude, c'est l'un de vous qui s'appelle Jules Higuet, qui est interne à Toulouse, qui a montré à la SH des données aussi du Philo sur la stratégie d'un traitement de type Ven-Aza chez des patients en rechute moléculaire. Alors, la plupart de ces patients ont des maladies de type NPM1 et quelques CBF. Et on voit que c'est extrêmement efficace, puisque vous voyez, ça c'est au moment du début du traitement, ça c'est après un cycle et ça c'est après 2 cycles. Et globalement, il y a à peu près 80% des patients qui répondent et une bonne partie qui se mettent en rémission moléculaire complète. Et non seulement c'est extrêmement efficace, et les patients restent en RC1. Hein. Et donc c'est très efficace, mais en plus, ça se passe très bien. 75% des patients le reçoivent à l'extérieur. Les besoins transfusionnels sont de l'ordre de 10%, c'est assez faible. Il y a des neutropénies, 50%, mais il n'y en a que 15-16% qui deviennent fébriles. C'est 45% quand vous faites du Ven-Aza dans un contexte de maladie active. Il y a quelques indices de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça a été présenté à la SH aussi, puis publié dans Hematologica. Il semblerait que, pas certain, mais il semblerait que quand vous avez de la maladie en phase active plein la moelle, vous avez beaucoup d'IL-3. L'IL-3 elle rend les cellules souches hématopoïétiques normales dépendantes de BCL2. Donc quand vous mettez du vénétoclax, vous mettez un gros coup de marteau sur les cellules souches hématopoïétiques normales, donc vous avez beaucoup de myélotoxicité. Dans ce contexte-là de rechute moléculaire, très peu de maladies, hein, c'est quelques cellules par-ci par-là. Aguirre vous a montré en pourcentage ce que ça représentait et en nombre de cellules, c'est très peu. Donc en fait, votre moelle, elle est à peu près en bon état. Donc vous n'avez pas ce phénomène-là, ce qui fait que ça explique pourquoi c'est beaucoup mieux toléré sur un plan hématologique, 10% de transfusion, 15% de neutropénie fébrile. Et du coup, 15% de patients hospitalisés, c'est eux qui étaient hospitalisés. Dans cette étude, les 3/4 allaient à la greffe. Et après un suivi médian de l'ordre de 2 ans, vous aviez quand même 83% de patients qui sont vivants. Même quand vous avez du NPM ou du CBF et que vous rechutez, si on attend la rechute cytologique, quand vous faites une chimio et une greffe après, vous n'avez pas 84% des patients qui sont vivants. Donc c'est une attitude qui est hors AMM, mais extrêmement vertueuse, tellement qu'elle va elle aussi être testée dans le prochain PHRC. Donc sur la base de ces résultats, effectivement, enfin non, c'était pas sur la base, on a commencé à faire ça à cette époque-là. Donc Monsieur F, fait partie des patients qui ont reçu ce traitement. Et donc il a reçu le Ven-Aza, il a obtenu lui en une cure une rémission moléculaire complète. Il a reçu 2 cures de consolidation. Donc il avait à cette époque-là une numération formule sanguine strictement normale. Il a été amené de ce fait à la greffe dans ce contexte-là. La question qui peut se poser, c'est, là on a qualifié cette maladie résiduelle NPM1, c'est une rechute, on n'a pas de rechute cytologique, et du coup on ne sait pas s'il y a du FLT3 là-dedans. Quand on ne mettait pas de midostaurin, a fortiori de quizartinib, que vous rechutiez, vous aviez 80% des patients qui rechutaient avec leur mutation FLT3-ITD. Il n'y a que 20% des patients qui la perdaient. Depuis qu'on met la midostaurin, on n'a pas les données pour le quizartinib, mais avec la midostaurin, vous n'avez plus que 50% des patients qui rechutent avec du FLT3. En gros, vous pouvez lancer une pièce, ça fait le même résultat. Donc, dans un contexte comme ça de rechute moléculaire, nos techniques à cette époque-là, n'étaient pas suffisamment sensibles pour, en 2021, savoir s'il y avait du FLT3 là-dedans. Donc on a mis du Ven-Aza, peut-être qu'il y avait du FLT3, on ne le sait pas. Mais on a maintenant des techniques qui vont potentiellement nous aider avec le développement de la maladie résiduelle FLT3.
Donc les premiers papiers qui sont sortis sur cette maladie résiduelle, en fait, étaient basés sur la technique qui reste la technique de référence actuellement, qui était une technique commerciale proposée par InVivoScribe et qui coûtait extrêmement cher. Mais qui a été approuvée par la FDA et qui promettait donc de descendre à 5-10 puissance moins 5. Il y a des techniques amplicon qui ont été maison, qui ont été développées en première intention par les CHU de Lille et de Toulouse et qui ont montré en fait que ces techniques maison sur amplicon, vraiment c'est des choses très très simples à faire en termes techniques. Hein. Après on parlera de bioinformatique, mais que ces techniques maison finalement montraient les mêmes résultats que les techniques InVivoScribe. Voyez, on a une très très forte corrélation entre les deux. Ce qui a permis de mettre en place ces techniques, c'est notamment le développement d'algorithmes comme celui qui a été développé également par l'équipe de Lille, c'est l'algorithme Filter, qui permet effectivement de détecter donc ça se repose sur la technique des camères, c'est peut-être quelque chose que vous verrez dans des papiers, que vous entendrez. En fait, les camères, c'est des fragments d'ADN qui correspondent à K paire de base, camère, et en fait pour lequel on découpe l'ADN en fragments de tant de paires de bases qui vont se chevaucher. Et ça permet donc de distinguer les vrais variants du bruit de fond, et ça permet aussi de repérer des camères atypiques ou mal positionnées en fait, et donc du coup de faire immerger les ITD au milieu donc de nos variants qui pourraient, par NGS. Donc ça, voilà, c'est vraiment grâce à ces algorithmes que cette technique a pu être mise en place. Donc les techniques amplicon aussi performantes que les techniques commerciales, et donc des recommandations aussi sont en cours pour le suivi de cette MRD FLT3 qui va arriver dans nos laboratoires. Donc si on revient juste sur NPM, qu'on continue de suivre, vous avez vu qui était la question qu'on peut se poser, c'est est-ce toujours un marqueur stable? Alors dans l'absolu, oui, c'est un marqueur qui est relativement stable, mais on peut le perdre à la rechute dans 5 à 10% des cas. Dans cette étude-là, on est même à 14% de perte pour les patients traités donc, par du 3+7. Et en étudiant donc, la dynamique des clones, on se rend compte que la rechute est souvent associée donc, aux clones ancestrales. Mais on a des cas aussi où la perte de NPM1 peut suggérer une deuxième LAM de nouveau ou associée au traitement. Puisqu'on va regarder donc en comparant sur cette étude par exemple, c'est du Wolexome qui a été fait. On a regardé donc le profil moléculaire au diagnostic et à la rechute, et on se rend compte que seules les mutations préleucémiques type DNMT3A le plus souvent sont persistantes, et toutes les autres anomalies somatiques ont disparu en même temps que NPM1. Donc là, ça plaide plutôt en faveur de la disparition du clone initial et de l'émergence d'un nouveau clone. Alors, est-ce que le traitement par Venasa entraînerait plus de pertes de ce NPM que la chimiothérapie intensive? Donc, c'est vrai que ça, c'est un papier récent là, qui est sorti il y a 2 ou 3 mois. Et si on prend juste l'abstract graphique, et on est tout de suite happé par ce 45% des cas où le NPM disparaît à la rechute. Bon, il faut être un peu plus prudent. Hein, si on regarde un peu plus en détail dans le papier, en fait, on se rend compte que seulement 21 patients ont rechuté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et que sur ces 21, il y en avait 20 qui avaient des échantillons appariés, diagnostiques et rechute. Donc sur les 500 patients au départ, voilà, ces 45% en fait sont sur 20 patients. Donc voilà, il y a peut-être un petit warning avec effectivement plus de pertes de NPM sous Venasa qu'en chimiothérapie intensive, mais bon, il faudra des études plus larges et notamment peut-être des études en single cell qui pourront nous aider à cartographier mieux la dynamique de ces clones. Donc le patient est greffé dans cette situation-là, il a un chimérisme 100% donneur à l'issue, et on continue à le suivre en maladie résiduelle. Qu'est-ce que vous feriez après allogreffe chez ce malade ?
Mais en fait, on ne le sait pas. Comme on l'a traité alors qu'il était en rechute moléculaire, qu'on n'avait pas les techniques pour savoir si le FLT3 était toujours là, on ne le sait pas. Mais effectivement, la question qui peut se poser, c'est de mettre en place un traitement d'entretien. Donc il y a 4 études qui ont montré un intérêt à ce traitement d'entretien par inhibiteur du FLT3. Une étude allemande, le SORMAIN, avec un inhibiteur qui s'appelle le sorafenib, en utilisation aura-MM, qui n'a pas ni l'indication en entretien, mais pas non plus d'indication dans la LAM, bien entendu, qui a montré un bénéfice versus placebo en RFS et en survie globale. Une deuxième étude qui est une étude chinoise à droite. Cette fois-ci, le sorafenib était donné pour 6 mois. Et là aussi, il y avait un bénéfice pour les malades en survie globale. Il y a une publication qui a été faite, un très très bel article, qui a essayé de savoir pourquoi est-ce que les patients avaient un tel bénéfice aux inhibiteurs du FLT3 en post-allogreffe. Il semblerait qu'avec le sorafenib, mais il semblerait que ce soit un effet de classe parce que ça passe directement par l'inhibition du FLT3, donc c'est vrai aussi manifestement avec les autres inhibiteurs, sous réserve que vous puissiez inhiber puissamment le FLT3, parce que quand vous inhibez puissamment le FLT3 dans les cellules leucémiques, vous allez restaurer la présentation d'une sous-unité de l'interleukine 15 à la surface des cellules leucémiques. Et à l'issue, tout ça va pouvoir stimuler avec l'interleukine 15 l'immunité antileucémique, NK et lymphocyte T, surtout lymphocyte T dans cette étude, expliquant le rôle particulier des ITK anti-FLT3 en post-allogreffe. En tout cas, c'est une des explications, en plus de l'explication contre l'inhibition contre l'UFLT3 muté des cellules leucémiques et ses propriétés pro-apoptotiques. Et puis il y a 2 études supplémentaires qui ont été publiées depuis. Le Morpho qui, lui, avec le gilteritinib, a été designé pour répondre à cette question. Vous savez que le résultat de cette étude était un échec parce que l'objectif primaire, c'était la RFS. Et ça a été un échec. Pourquoi ça a été un échec? Parce qu'en fait, à cette époque-là, les gens n'ont pas reçu d'inhibiteurs en première ligne. Donc 80 à 90% des patients, quand ils rechutaient avec le FLT3. Donc vous aviez quasiment tous vos patients inclus qui étaient dépendants de la cible contre laquelle était dirigé l'inhibiteur. Cette étude-là, on ne savait pas à l'époque, mais on sait maintenant que vous avez inclus 100 patients, mais il y en a 50 qui n'ont plus de FLT3. Donc ils ne sont plus dépendants du FLT3. Donc en fait, vous avez une très forte diminution de la puissance de l'étude, il ne le savait pas au moment de son design, qui expliquait que l'objectif primaire n'a pas été atteint, mais il n'a pas été atteint de loin, 0,05. Parce qu'en fait, ils ont perdu énormément de puissance du fait de l'utilisation des inhibiteurs en première ligne. Néanmoins, dans des analyses en sous-groupe, que l'on dit post-hoc, on voit bien que les patients bénéficient pour la survie sans rechute de l'utilisation du gilteritinib en post-allogreffe à partir du moment où ils ont une maladie résiduelle FLT3-ITD selon la technique que vous a expliqué le docteur Midet, positive juste avant ou juste après la greffe, alors que si elle est négative, c'est tous ces patients qui ont perdu leur clone vraisemblablement. Et bien là, vous avez peu d'intérêt à faire le traitement d'entretien. Et il y a des résultats tout à fait similaires qui ont été montrés dans le Quantum First, où il existait un traitement d'entretien post-allogreffe avec le quizartinib. MRD négatif, pas d'impact. MRD positif, il y a un impact. Encore une fois, ça, ce sont des analyses post-hoc. Ce n'est pas les objectifs primaires des études. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Il y a eu une étude avec la midostaurin, une minuscule étude, il y avait 20 patients par bras qui ne semblaient pas démontrer quoi que ce soit d'intéressant. Du coup, effectivement, ce patient a été mis sous sorafenib. Et puis quelques mois après, le sorafenib a été arrêté. On n'avait pas à cette époque-là les résultats du Morpho. Il a été arrêté parce que le sorafenib, c'est pas très bien toléré. Ça donne des douleurs abdominales, des nausées, et à long terme, ça augmente très fortement le risque cardiovasculaire des malades. Donc ce monsieur, il est par là. À l'heure actuelle, il est toujours en maladie résiduelle négative et il est très probablement guéri. Dernier point rapidement, parce qu'on est un tout petit peu en retard. C'est juste pour faire un panorama complet des techniques de maladies résiduelles qui existent sur ces dernières diapos. Donc, au vu des mutations de départ que je vous ai remises ici, aurions-nous pu suivre d'autres marqueurs moléculaires d'intérêt? Oui. IDH1, merci. Bravo, professeur Dumas. Ah, ça va. Alors,
Alors, comment on peut le suivre? C'est juste pour parler de PCR digital, parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, et après on verra effectivement si ça a un intérêt. Donc oui, PCR digital, une autre technique pour suivre la maladie résiduelle. Donc là, on n'est plus en quantification relative comme tout à l'heure, on n'a plus besoin de faire de gamme d'étalonnage, on est en quantification absolue. Donc, pour vous expliquer en 2 mots, au départ, donc, on part sur un mix PCR qu'on mélange à notre échantillon. Donc c'est comme tout à l'heure pour la RTQ-PCR, on a des amorces, des sondes Tachmann ou des intercalants d'ADN et des nucléotides. On mélange tout ça. On a un générateur de gouttelettes qui va fractionner ce mélange en 20 000 gouttelettes dans l'idéal. Ces gouttelettes, ensuite, on va les répartir sur une plaque de PCR qui va aller dans un thermocycleur. On va faire une amplification classique. Et puis ensuite, on va repasser ces produits d'amplification dans un lecteur de gouttelettes et chacune va passer donc dans ces canaux et on va pouvoir distinguer celles dont l'intensité dépasse le bruit de fond, et là ça va être 1, donc celles qui sont positives, et celles dont l'intensité va être en dessous du threshold, du bruit de fond, ça va être 0. Grâce à la loi de Poisson, on va pouvoir normaliser tout ça et on va pouvoir définir avec une PCR absolue, en fait, quelle est notre quantité de matériel initial. Donc ça s'applique très bien à IDH1 parce que ce sont des mutations ponctuelles. IDH1, c'est toujours muté au niveau du codon R132. Il y a 6 variants différents, donc on peut même, au niveau de cette PCR digitale, multiplexer les cibles pour pouvoir déterminer en même temps. On perd un petit peu en sensibilité, mais on va pouvoir déterminer tous les types de mutations dans le même tube. Alors, est-ce que c'est intéressant? Eh bien, on ne sait pas trop encore, mais apparemment pas tout le temps. C'est pas clairement établi. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40% des patients probablement qui vont voir, comme ici, persister leur IDH1 ou 2 en RC, qu'on a une corrélation qui reste imparfaite avec la charge leucémique, contrairement à NPM1. Ça pourrait surtout être intéressant chez les patients qui ont des inhibiteurs, qui sont sous inhibiteurs ciblés et complétés peut-être par du NGS, parce qu'on verrait des commutations qui pourraient émerger. Et puis, ces derniers résultats montrent peut-être une petite subtilité où IDH1 persistant ne serait pas associé à un surrisque de rechute. Par contre, une mutation d'IDH2 persistant pourrait être associée à une augmentation du risque de rechute. Et cela est vrai particulièrement si NPM1 et FLT3-ITD sont négatifs. Il restait d'autres gènes dans notre panel. Est-ce qu'ils sont intéressants? Alors, CIBL, pas forcément, parce que c'est une mutation qui ne touche pas les exons 8 et 9 habituellement affectés. On voit que la VAF est à 44%, c'est un missense. Là, il s'agit probablement d'un variant de signification indéterminée et aucun intérêt à le suivre. Ça peut être discuté pour KDM6A également. Le seul qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est STAC2, où là, c'est un variant décrit comme pathogène qu'on pourrait suivre. Bon, donc c'était un des exemples. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on pourrait avoir recours au NGS. On se dit que ça serait génial. On pourrait avoir un ensemble de cibles complet et une profondeur absolument phénoménale. Je ne vais pas vous détailler la technique du NGS. Je voulais simplement vous sensibiliser sur 2 choses. La première, c'est que quand on parle de MRD NGS, il faut être très sensible à cette histoire de capacité du séquenceur et capacité des puces qu'on utilise ou des flow cells. Donc les flow cells, c'est les surfaces en vert que l'on voit ici sur lesquelles se produisent les réactions de séquençage. Elles ont une capacité qui n'est pas les mêmes selon les modèles et ça va être très important parce qu'effectivement, si on veut descendre en profondeur, c'est-à-dire le nombre de lectures que l'on va faire sur chaque position, si on veut 500x, 5000x, 10 000x, 1 million de x, eh bien, il va falloir prendre en compte cette profondeur générale. Donc c'est vrai qu'au diagnostic, on a tendance à avoir beaucoup de gènes et on va s'attendre à pouvoir rendre des résultats à 1%. De détection, c'est pas mal déjà. Donc une profondeur de 1000x, donc 1000 lectures sur chaque position est suffisante pour ça. Quand on va passer en maladie résiduelle, on va falloir qu'on réduise soit le nombre de gènes, soit le nombre de patients, si on veut augmenter notre profondeur, parce que notre puce et notre séquenceur n'ont pas une capacité infinie. Voilà, il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc par exemple, si on veut regarder que ces 3-4 gènes et qu'on veut faire 400 000 lectures, eh bien, on va pouvoir espérer avoir une détection à 10 puissance -4. Bon, il y a d'autres choses
qu'il faut prendre en compte, je vous les lister ici, mais ça rentre très spécifique. 2 choses pour nous aider. Les UMI, ce sont des codes barres, c'est Unique Molecular Identifier, et ce sont une sorte de codes barres que l'on va mettre sur l'ADN, sur les fragments d'ADN initialement, et qui vont nous permettre de détecter ce qui est d'un variant vrai, d'une erreur de PCR qu'on pourrait avoir eu au moment de la synthèse de la librairie, au moment de l'amplification ou au moment du séquençage. Donc ça, c'est important quand on veut faire de la maladie résiduelle. Et pareil, c'est vraiment les pipelines bioinformatiques spécifiques, comme Filter dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont pouvoir nous aider à sortir du bruit de fond ce qui est de la vraie maladie résiduelle. Donc dans l'absolu, c'est magnifique. Pour l'avoir testé en pratique sur quelques kits commerciaux, on n'y est pas encore. C'est des techniques qui sont très lourdes, qui sont très chères et pour lesquelles les pipelines bioinformatiques ne sont, à mon avis, pas encore totalement optimes. Voilà, je vous ai proposé cette dernière diapo peut-être pour discuter, échanger ensemble. Voilà, c'est une diapo de synthèse sur les 4 techniques de biologie moléculaire et de cytométrie qu'on vous a présentées ici. Vous voyez qu'aucune n'a que des avantages et aucune n'a que des limites, heureusement. Voilà, donc si vous avez peut-être des remarques ou des questions... Merci beaucoup pour votre présentation et d'avoir réuni vos 3 expertises. Moi, j'ai une question. Donc, vous avez bien dit que pour l'instant, les LA NPM1 mutés, on continue à les suivre en MRD, CMF et en biologie moléculaire. Quelle attitude adopter en cas de discordance entre les 2 techniques ? 1, 2. J'ai répondu. En fait, c'est que clairement, il y a des situations où la cytométrie en flux est un très haut niveau de certitude dans ce qu'on rend, et des situations où on a un plus faible niveau de certitude. Je pense que c'est important qu'on transmette ça au clinicien, mais le clinicien, il sait bien que dans la MRD-NPM1, on est clairement nettement moins performant. Et donc, c'est clairement la biologie moléculaire. Les situations où on conservera la cytométrie en flux, c'est s'il y a soit un très grand nombre de cellules qui sont positives ou s'il y a des arguments cliniques qui pourraient éventuellement laisser penser qu'il y a une perte du NPM1, ce qui est tellement rare. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le seul standard vraiment reconnu et non discuté, c'est la PCRQ sur NPM1 et CBF et point. Tout le reste, c'est de la discussion. La cytométrie en flux, aujourd'hui, on n'est pas censé s'en servir pour prendre des décisions thérapeutiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait dans des situations très particulières. Bon, mais ça n'est pas une recommandation internationale. Les données ne sont pas encore suffisamment solides. Le NGS, Audrey vous en a dit un petit mot, si vous faites de la maladie résiduelle avec le NGS de la même manière que vous le faites au diagnostic, autant faire un myélogramme. Ça n'a aucun intérêt en termes de sensibilité, ça ne sert à rien. Ça, il faut le faire avec des techniques beaucoup plus sensibles, beaucoup moins de patients par puce, et du coup ça devient des prix absolument phénoménaux, et les niveaux de la manière dont on doit interpréter les résultats ne sont pas non plus très clairs. Donc, d'une manière générale, là, le standard, c'est NPM1 et CBF. Ça va incontestablement bouger dans les années à venir, mais ça va être évalué. En l'occurrence, encore une fois, le prochain PHRC Big 2 va inclure la maladie résiduelle en cytométrie en flux dans son algorithme, mais c'est un essai clinique. C'est pas la routine. Donc ça va être évalué dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très très intéressant. Le dossier qui a été présenté du patient, il était assez complexe avec des mutations actionnables. Il y en avait pas mal et ça pose la question aussi de la hiérarchisation des traitements avec du coup NPM1, FLT3, IDH1. Est-ce que donc FLT3 pour l'instant est ciblé en premier, mais ensuite au moment de la rechute, est-ce que par exemple faire Aza-Ivo plutôt qu'Azaven aurait été entendable. On sait qu'avec l'Azaven, les patients NPM1 répondent très bien, les patients mutés IDH1 sous Aza-Ivo répondent très bien aussi. Qu'est-ce qui aide un peu à choisir dans ces cas-là? Et puis après vont arriver les inhibiteurs de méline qui vont ajouter une complexité supplémentaire dans ce type de dossier.
Alors, il y a ce qu'on pourrait faire éventuellement maintenant, et puis il y a ce qui va arriver éventuellement encore après, quand vous allez mettre le venetoclax en association à la chimiothérapie intensive en première ligne, ça va encore changer les profils mutationnels à la rechute. Alors, ce qu'on sait entre IDH1 et FLT3, c'est que globalement, quand vous êtes chez des patients en rechute réfractaire, que vous utilisez l'ivosidenib en monothérapie, en autorisation compassionnelle, si vous avez une mutation du FLT3, ça ne marche pas du tout. Il y a 5% de patients qui répondent. En première ligne, l'association azacitidine-ivosidenib, pour les données dont on dispose aujourd'hui, il semblerait que les patients avec commutation FLT3 ne soient pas si mauvais répondeurs que ça. Mais il n'y a qu'un essai clinique pour l'instant, ça nécessite encore des données confirmatoires, mais enfin en tout cas son impact négatif n'est pas aussi grave. Pour la chimiothérapie, on n'a pas vraiment la réponse. Ces patients sont assez rares. Les commutés FLT3 IDH1, c'est 10% des patients IDH qui sont eux-mêmes 10% des patients tout court. Donc c'est quand même pas des situations très fréquentes. Les recommandations pour la chimiothérapie intensive actuelle, c'est cibler d'abord le FLT3. C'était les essais du HOVON où il y avait en parallèle le 150 et le 156, les mutés FLT3 allaient dans le HOVON 156 avec inhibiteur du FLT3. Faire de l'azaivo en rechute moléculaire, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Encore faut-il documenter la présence de IDH1 dans la rechute moléculaire. Et deuxièmement, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut en faire après. Si c'est pour amener un patient à la greffe, en règle générale, le délai de réponse est plus rapide avec du venetoclax, 1 mois et demi, qu'avec l'ivosidenib, 4 mois et demi. Ça peut faire partie des éléments à discuter. Donc, mais ça ne fait pas pour autant une recommandation. Dans les deux cas, c'est des autorisations, des utilisations hors AMM. Ce dont on est sûr, c'est que le venetoclax va relativement bien marcher dans les IDH1. Moins bien que dans les IDH2, mais ça marche quand même bien. Donc, dans cette indication-là, je ne peux pas répondre spécifiquement à ta question. Est-ce que ça aurait été mieux? Je ne sais pas. On ne le fait pas en tout cas. Une dernière question. Eh bien, merci encore. Merci à vous. Merci.